I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle interview aujourd'hui dans le Guillotine Podcast avec une interview vraiment particulière puisque c'est une personne que je connais. Et puis on va parler de grappling aujourd'hui. Énormément, on va parler beaucoup de Jiu-Jitsu en particulier. L'invité du jour s'appelle Malik Belhaj. Il nous vient de Montréal, n'est-ce pas? Je vais te laisser te présenter brièvement et puis on va revenir sur ton parcours un peu plus en profondeur par la suite de toute façon. D'accord, parfait. Donc, je m'appelle Malik Belhaj. J'ai 26 ans. Je vis principalement à Austin, Texas et ici à Montréal, mais la plupart de mon temps est passé à Austin, Texas. Et je fais du Jiu-Jitsu temps plein. C'est ça ma profession. Et le but, c'est de devenir pro. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup aux États-Unis. Et là, en ce moment, je suis purple belt dans deux Firas pour beaucoup de gens qui connaissent Firas Zahabi, TriStar Gym. Et je représente Team New Wave aussi à Austin avec John Danner. Donc, voilà, ça, c'est moi. On va commencer par le début, tu sais, parce que je pense que ça intéresse les gens, le grappling aussi. Qu'est-ce que ça peut être, commencer le jiu-jitsu, etc. Pourquoi tu commences? Et puis, sachant que toi, tu veux continuer, comment ça se fait que tu as commencé et où est-ce que tu as commencé? Peut-être avec qui aussi que tu pourrais nous dire. Bon, ben, j'ai commencé genre à un gym juste à côté de chez moi, random. Mon ami m'a dit, tu veux faire de la kickbox? J'ai dit, OK, on va faire kickboxing et tout. J'ai fait mon premier cours. J'ai tout de suite su que j'étais comme, OK, ça, c'est ça que je veux faire de ma vie, les arts martiaux. Mais j'ai commencé avec la kickboxing. Fait que j'étais comme, OK. Et après ça, une fois, j'ai dit, je vais essayer le jiu, c'est juste à côté. C'était la classe d'après. J'ai dit, je vais essayer. J'avais pas trop aimé sur le moment, mais ça m'avait intrigué. J'ai envie de réessayer. Fait que j'ai réessayé et par la suite, là, ça, j'ai eu la piqûre. Puis par la suite, j'ai juste pas pu m'en empêcher. Puis juste fait tous les jours. Et je m'avais commencé à Victory MMA, c'est sur Jean-Talon Saint-Denis. Puis le coach dans le temps, c'était Michaeli Forte, de Black Belt de BTT. So, j'étais avec BTT. Ah, ok, un black belt de chez BTT. C'est drôle Ouais. que tu dises ça parce que moi, j'ai fait un petit passage aussi chez Victory. J'ai fait un peu de OK. kickboxing pendant un moment là-bas et puis j'ai commencé le no-gi là-bas avant d'aller Ouais. où tu sais où je suis allé, quoi. Mais c'était l'époque où j'étais pas très discipliné, on va dire, sur la Ouais. discipline, justement. Et alors, comment t'en es arrivé à arriver jusque chez TriStar où tu as peut-être eu d'autres gyms entre-temps? Mais c'est ça qui s'est passé parce qu'au début, j'avais commencé avec Victory et Michael Forte. Le training était comme vraiment basique, puis vraiment axé sur genre les gens de genre monsieur, madame, tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut pas forcément faire de la compétition, qui veut juste s'entraîner. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à faire du judo, mes objectifs ont changé, ce qui est normal, tu sais, parce que je voyais que j'étais jeune, j'avais un potentiel. Je me suis dit, si je peux investir mon temps. Et je mettais plus de temps que tout le monde au gym. Soit je venais 2 fois par jour, des fois, une fois, tu sais, ou je passais la journée au gym. Et là, après ça, j'ai vu que j'ai dépassé le niveau des gens juste après quelques mois. So, j'étais comme, c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Fait que là, après ça, par la suite, j'ai vu un autre gym où je suis allé essayer. Ça s'appelait Revolution dans le temps, qui est affilié à Brigada. C'est là que j'ai connu Nikolai, qui est ton professeur, Black Belt. Puis il y avait un crew le matin, puis j'ai commencé à aller m'entraîner là-bas. Je voyais que les gars étaient vraiment bons techniques, puis j'ai commencé à m'entraîner avec eux, plus dans le gi. Dans le temps, je faisais plus du gi. Et je commençais à bien faire en compétition locale et tout. Je me suis dit, c'est un bon gym pour moi. Je vais essayer de commencer à compétitionner en dehors du Canada, hors de Montréal. Et j'ai commencé avec New York Open. Je me suis fait manger. C'était une équipe en particulier. Je sais pas si pas beaucoup de gens connaissent, mais je pense que ça s'appelle Lord of Vince. C'est comme une équipe de Guy. Ils avaient beaucoup de compétiteurs avant. Ils avaient JT Torres, ils avaient Keenan Cornelius, ils avaient Jamil. Puis c'est cette équipe-là qui m'avait battu. Là, j'étais comme, OK. Tu sais, puis ça Ça m'avait va, frappé. il y a pire pour se faire battre. Ouais, j'avais perdu genre 17-2, je m'en rappelle encore. Et là, après ça, j'étais comme, OK, genre, si je veux faire ça, genre, professionnellement, il faut que j'aille avec les pros. Donc, c'est là qu'il y a eu mon premier training camp aux États-Unis. C'était là-bas, justement, chez Lord Vin, pour quelques mois, pour préparer pour les championnats du monde en kimono. Donc, pendant 3 mois, j'ai fait ça. Je suis allé là-bas. L'entraînement était intense. C'était 2 fois par jour, 2 heures, axé beaucoup sur le drilling. Mais c'était beaucoup la même technique en répétition. C'est bien dans un sens, parce que ça build une certaine
ça build un certain pattern, ça build une certaine habitude de quand tu te bats. Donc, tu n'as plus à penser. Mais le truc, c'est que tu n'as pas assez de technique. Donc, ça ne t'amène pas assez ou techniquement, tu lags sur quelques affaires. Mais c'est bon pour la compète. Donc, j'avais travaillé là-bas, j'étais pas 3 mois, beaucoup axé sur conditionnement physique, beaucoup de sparring, peut-être des fois des jours où il y a juste 4 heures de sparring non-stop, sans break, tu sais, t'es mort là. C'est bien parce que ça te prépare pour la compète, mais pour le long terme, si tu veux être le meilleur, c'est pas le meilleur techniquement. Après ce training camp, j'ai fait le championnat du monde où j'ai perdu mon premier combat en bar. Je me suis fait, je voulais pas de table, ça a un peu craqué, mais bon. Et par la suite, après ça, je suis rentré à Montréal l'été. Là, c'est là que j'ai commencé à la TriStar avec Firaz. Je me rappelle quand j'ai commencé à m'entraîner, il y avait juste des gens random, des gens, des average gens, genre des personnes qui s'entraînent 3 ou 4 fois par jour qui me battaient. Puis j'étais comme, c'est pas normal, tu sais. Il y a quelque chose que j'ai fait mal pendant tout ce temps-là, qu'eux, ils ont fait bien fait, qui fonctionne. Et après ça, j'ai réalisé qu'est-ce qu'ils faisaient bien, c'est le coach. Firaz était là, il y avait un niveau technique qui n'est pas ailleurs. Tu sais. Pas juste à TriStar, ce que je trouve, c'est que le niveau technique n'est pas juste bon à TriStar, mais même moi qui ai voyagé beaucoup, qui avait beaucoup de gyms comme Unity, Marcelo Garcia, je suis allé à d'autres gyms un peu partout dans le monde, tel Planet. Et tu vois que le niveau à TriStar, il est parmi les meilleurs dans le monde. Et c'est là que j'ai commencé tranquillement à rencontrer des gens comme Olivier Taza, qui a fait ICC récemment, Pierre-Olivier Leclerc, qui est genre dans les top guys in the world, Ethan Trilliston, qui a fait ICC aussi. Tu sais, j'ai commencé à les côtoyer. Puis là, il me parlait de John. Moi, j'étais comme... C'est juste du Joe à la fin, tu comprends? Je pense pas que John est spécial. Donc, je suis allé pour essayer à New York pendant une semaine. Puis j'étais comme, le premier cours, j'étais comme, il montrait, je pense, des escapes de close guard. Quelque chose de basique. Moi, je me suis dit, non, je me suis dit, ah, ok, ça va pas être spécial. Là, il donne le cours et je suis comme, ah, j'ai tout compris. Première fois de ma vie que je comprenais tout le cours. C'est bizarre. Et il montrait quelque chose de basique, comme sortir de la close guard. Puis après le cours, juste directement après que le sparring commençait, j'ai pu faire les sorties de la close guard. Et j'avais réalisé que j'avais aucune sortie de close guard. J'étais comme, ah, je savais même pas la base. Je suis revenu le jour d'après, on a fait un bar. Plein de détails que j'avais jamais vus. J'ai pu faire quelques en bar pendant mon sparring. Comment ça se fait qu'avec lui, en une semaine, j'ai appris plus que genre des professeurs pendant des années? OK, il y a quelque chose avec John que les autres, ils n'ont pas à ce moment-là. Et là, après ça, je suis revenu à TriStar quelques années à m'entraîner. Et là, après ça, la pandémie a frappé. Ouais, pour les Et gens qui ne savent pas, au Québec, ça a été très très compliqué là, parce qu'il y a pas mal de gens de France qui vont écouter aussi, tu sais. Et puis au Québec, là, on l'a eu vraiment mal là. Tu sais, je sais pas pour toi, moi, je suis plongé dans des endroits sombres, on va dire, où j'en avais vraiment marre de plus pouvoir m'entraîner. Mais ouais, ça a été dur. Et puis TriStar ouais, ont eu pas mal de problèmes de délation aussi de la part de ouais. certaines personnes avec des descentes de police, etc. Pour TriStar, ça a été assez compliqué la période de la Mhm. pandémie. Puis pendant la pandémie, tout était fermé. Tous les gyms étaient fermés. On ne pouvait même pas sortir de chez soi. On allait dans les sous-sols ou dans les basements. Sous-sol, basement. Moi, par chance, j'avais des tatamis chez moi, puis j'ai un frère. Et puis t'as un frère, ouais, c'est ça, ton frère Il y a, qui est très bon Yann, aussi. ouais, Yanis Belage, tu sais, qui est bon aussi, Purple Belt, Ouais, same level. Et c'est ça, on s'entraînait ensemble, moi et lui. Olivier Taza était à Montréal pendant cette période-là, puis il ne pouvait pas voyager à cause justement du COVID. Donc, on avait commencé à s'entraîner, moi, Olivier Taza, mon frère et un autre gars qui s'appelle Luca Fiore. Il est comme un peu underground, mais il a gagné les World et Pan à Blue Belt. Vraiment bon. De TriStar. Lui, il commençait à avoir des compétitions de line-up en mai 2020. C'était encore le COVID. Tout était fermé, mais ça ouvrait un peu plus. Donc, on a commencé à s'entraîner en cachette à TriStar avec les gars, juste les pros, juste les gens qui s'entraînent. Fait qu'il y avait, le training consistait de moi, Taza, Lucas, le gars que je vous ai dit, Pierre-Olivier, mon frère, puis il y avait plein d'autres gars qui étaient vraiment bons, qui étaient juste des gars de la UFC qui s'entraînent à TriStar. Chez TriStar, vous avez quand même pas mal de gens qui viennent s'entraîner sur place et qui, toi, tu roules avec le groupe pro, quoi, puis Ouais, ton frère aussi, j'imagine, Étienne aussi, d'ailleurs, j'ai vu. ouais. Mais je vois qu'il y a quand même, tu sais, GSP vient souvent s'entraîner avec vous, GSP est souvent là. Olivier Aubin-Mercier, quand il a besoin de rouler avec des durs, il vient chez vous.
Romac Gorilla, Rory Ouais, McDonald aussi, qui ouais. s'entraînait beaucoup avec vous. Qu'est-ce que ça te fait, toi, justement, d'être passé de, comme tu dis, du petit gym de quartier, au Ouais. final, t'entraîner avec des gars qui font ça pour leur vie, et toi aussi, tu sais, mais tu sais, à des niveaux, au jour Différent. d'aujourd'hui, un petit peu différents. Mais qu'est-ce que ça te fait, au final, de t'entraîner avec ces gens-là? Mais ce qui m'a étonné le plus quand j'ai commencé à m'entraîner avec eux, c'est comment ils s'entraînaient moins que je le pensais. Et c'était plus axé pour la qualité que la quantité. Et c'est ça qui m'avait choqué le plus. J'étais comme. Je m'attendais à avoir, par exemple, Georges Saint-Pierre ou Rory McDonald ou plein d'autres gars dans la UFC, genre Arnold, qui est 9e en ce moment, Ouais, ouais, featherweight. Arnold Allen et tout ça, qui Arnold s'entraîne chez Allen, tu TriStar. sais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu t'attends à ce qu'ils s'entraînent toute la journée, tout le temps, mais en fait, c'est plus des entraînements spécifiques de qualité. Et l'entraînement est vraiment structuré pour une certaine façon pour que ça soit développé. C'est ça que j'étais comme, ah, OK, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est bon, voire excellent, meilleur, et quelqu'un d'average. Tout est structuré de A à Z et c'est ça là que j'ai compris pourquoi ces gens-là évoluent plus vite que d'autres. C'est vraiment la structure d'un programme. Tout était structuré de A à Z. On arrivait, il y avait des techniques à travailler et même les sparring, c'était pas juste t'arrives, tu fais juste te battre. C'est comme tu fais cette position-là pour Ouais, commence développer ça. demi-garde, prise de dos, whatever. Exactement. Ouais, ouais. Beaucoup de positional, donc beaucoup de travail en position pour travailler, améliorer la position. Comme ça, tu comprends tes erreurs dans la position, quelle position tu n'es pas bon. Et par la suite, tu commences à développer certaines habitudes de chaque position. Tu comprends plus rapidement le jiu-jitsu. Ça, c'était pendant l'été. Et après ça, je me rappelle, il y avait Third Coast Grappling. Je ne sais pas si tu te rappelles, peut-être c'était à Houston. Le owner, il me disait Ah, tu veux face, j'ai un blue belt, NCAA, double All-American Champion Division Wrestler. Moi, j'étais comme OK, je vais prendre la Non. chance parce que c'est la Ah, tu seule peux apprendre. compétition. C'est la seule compétition qu'il y avait dans le temps. So, j'ai dit OK, Ah, je vais prendre la chance. Et Taza, il avait face Tyro dans cette compétition. So, donc, moi et Taza, on est allés à Houston, au Texas, pour compétitionner. Moi, j'avais perdu mon match par points et Taza avait perdu aussi par points. Et c'est là que la soirée même, Gordon avait texté, je me rappelle, Taza, il lui avait dit J'ai vu ta défaite, viens, il faut que tu viennes t'entraîner à New York. Parce qu'eux, ils s'entraînaient aussi à New York. Je suis arrivé à New York, c'était le 17 août 2020, donc c'est la première fois que mon training camp avait commencé avec John. C'était à New York pendant le COVID. Donc, pendant le COVID, tout était fermé à New York. Donc, eux, Renzo Gracie, c'est à Renzo Gracie, New York. Puis eux, ils s'entraînaient là-bas. Et le gym était fermé. Donc, il y avait juste les pros qui s'entraînaient. Puis par chance, Taza avait réussi à m'introduire à John et tous les autres gars pour me laisser m'entraîner. Moi, Taza, un autre gars qui vient de l'équipe qui s'appelle Félix, qui a un gym maintenant, Kuzushi, et Luca Fiore. On avait réussi à rentrer, il nous a laissé nous entraîner, puis c'est là que l'entraînement a commencé. Puis il y avait juste les pros dans la salle, il y avait juste comme Nicky Rudd, Gordon, Nicky Ryan, Craig Jones, Ethan, Damien Anderson, Gary Gary Tonnen. Tonnen. Ouf. Ouais. Ouais, tu sais, Qui puis combat chez ça, One c'était. aujourd'hui, quoi. Au jour Ouais, d'aujourd'hui. combat Ouais. chez One. Plus, moi, mon ami, on était juste des blue belts, tu sais, pas très high level, puis on pouvait traîner avec eux, tu sais, c'était malade. Puis au début, on était juste censé rester 1 mois, mais finalement, on est resté 3 mois et demi parce que l'entraînement était trop spécial. Le premier cours, on avait fait genre quelque chose d'assez simple, de la butterfly, genre comment faire un triangle de la butterfly, des trucs assez simples, mais les détails étaient comme, j'ai jamais eu ces détails de ma vie. Parce que comment John il structure ses cours, c'est qu'il fait des cycles. Donc le premier mois, il va faire un cycle de technique. Et le deuxième mois, tu vas revoir le même cycle, mais avec des détails différents. Troisième mois, tu vas voir le même cycle, mais avec des petits détails différents. Donc, le premier mois, si par exemple, tu es quelqu'un qui n'a jamais entraîné avec John et tu vas voir John, il y a des systèmes. Donc, tu ne vas pas être trop habitué au système. Donc, le premier mois, tu commences un peu à t'habituer. Deuxième mois, tu rentres vraiment dans les systèmes. Troisième mois, tu as vraiment pu comprendre tous les systèmes qu'il t'a montré pendant ces 3 mois. Puis à chaque 3 mois, il vient avec des nouveaux systèmes. En même temps, je compétitionnais. Puis, j'avais toujours du mal un peu avec ces systèmes, puis le no-gi, parce que je viens du gi. Puis, j'avais fait grappling, j'avais gagné quelques matchs, perdu quelques matchs. Après ça, j'avais mis Pants qui s'en venait la semaine d'après en blue belt. Puis c'est là mon premier major où j'avais réussi à placer deuxième en panaméricain. Et je me rappelle, la semaine avant les panaméricains, John avait montré, il avait fait de tout le training camp, il avait fait 3 classes sur les guard pass, puis c'était juste avant les panaméricains. Puis c'est à cause de ça que j'ai gagné. Je suis arrivé deuxième. C'est grâce aux 3 C'est classes fou. qu'il a montré de guard passing.
Donc, tous les guard passing qu'il avait montré, j'ai pu les faire pendant le tournoi. donc t'as répété ça à la lettre, quoi, et puis ça a Exactement. payé, quoi. C'est fou. Ça a C'est payé. fou. J'ai pu réussir à me rendre en finale. C'était quoi, 6 matchs? 6 matchs, j'avais gagné tous mes matchs par genre peut-être 10-0, 12-2. Juste la finale, j'avais perdu 8-2 et je l'avais dans une guillotine, mais j'avais pas réussi à le finir. Malheureusement, il était bon. Et ça a fini comme ça, j'ai perdu ma finale. Et par la suite, après ça, j'étais revenu à Montréal parce que Ouais. eux, ils allaient déménager au Porto Rico. Donc, c'était le Oui. 1er décembre. Je suis revenu à Montréal. Eux, leur plan, c'était d'aller au Porto Rico. 1er février, je les ai rejoints au Porto Rico. L'entraînement était dans une petite salle. T'es pas à New York, t'es au Porto Ouais, Rico. ouais, mais Donc, ils c'est ont fait des né. vlogs, ils ont fait des vlogs sur YouTube où on voit bien la taille de la salle et puis que c'est un peu roots quand même, un peu à l'arrache, Ouais. mais ça travaille fort pareil, quoi, à la fin de la journée. Ouais. Là-bas, c'était plus un training par jour, mais long. C'était un training de 2 heures, 2 heures et demie. C'était beaucoup axé sur le wrestling. Comment incorporer le wrestling en jiu avec des nouveaux systèmes de wrestling pour le jiu. Quand même beaucoup de leg lock aussi, tu sais, parce que les gars se préparaient pour le number one fight. Tu sais, il y avait Nicky Rod, il y avait Who's Number One qui avait commencé. Et au Porto Rico, les fights commençaient. Il y avait Ethan contre Cade, il y avait Nicky contre Dante, il y avait Nicky Rod contre Yuri Simoes. Gordon s'était battu contre Wagner pendant ce temps-là. Donc, il y avait beaucoup de fights. Donc, on se préparait pour des longs matchs. Fait qu'il faisait on faisait du positional. Donc, comme c'est toujours la même chose avec John. Tu sais, tu commences mount, turtle, close guard. 4e round, généralement, c'est cross hashi ou ça va être 50-50, une position leg lock. Des fois, ça va être armbar ou back take. Et le 5e round, généralement, c'est open guard. Des fois, 6e round, open guard. Et il faisait beaucoup au Puerto Rico. 7e round, c'était des rounds de. Il prenait juste les pros, qui avaient des compétitions qui s'en venaient. 20 minutes où tu fais juste wrestle et tu dois scorer des points. Donc, même pas de ground. Il y avait Nicky Rod qui le faisait, Craig Jones, Gordon, Nicky Ryan, Taza Eaton. Puis eux, ils pouvaient prendre qui ils voulaient. Mais généralement, les gens de ce niveau-là, ils veulent prendre quelqu'un qui est moins bon, comme une blue belt ou une purple belt, comme ça, ils peuvent pratiquer leur technique. Donc, généralement, ils prenaient moi pendant 20 minutes. Ça, c'était pas trop drôle, mais en même temps, c'est comme ça que tu deviens meilleur, tu sais. Puis là, au fur et à mesure, ça continuait comme ça pendant des mois. Moi, je suis retourné à Montréal. J'ai fait quelques compétitions entre-temps, Jits King, dont j'avais gagné. J'avais fait une autre compétition, Zapatero, que j'avais perdu mon premier fight. Juillet, j'avais une compétition qui s'en venait. Et c'est là, à ce moment-là, que la séparation est arrivée de John avec l'équipe B. Quand c'est arrivé, moi, j'étais au gym. Parce que moi, vu que j'étais un nouveau membre, je n'étais pas trop inclus dans tout ce qui se passait. Mais je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, est-ce que tu savais qu'ils vont se séparer bientôt, l'équipe? Moi, j'étais comme, comment ça? Moi, je savais pas, tu sais. C'était comme, ouais, c'est presque officiel, là. C'est fini, ils vont se séparer. Moi, dans ma tête, j'étais comme, impossible. C'est comme, la Dream Team se sépare, tu sais. C'est comme, t'as Craig Jones, Nicky Rod qui était là, Nicky Ryan, Ethan qui vont partir. Et c'est à ce moment-là que la séparation est arrivée. Donc, quand ils sont revenus au Puerto Rico, et maintenant, ils s'entraînaient, les deux équipes étaient au Puerto Rico encore, mais il y a une équipe qui s'entraînait le soir, l'autre équipe s'entraînait le jour. Ils n'avaient pas encore déménagé à Austin. Puis le jour, il y avait quoi? Il y avait John. Gary n'était pas là parce qu'il s'était blessé. Donc, il y avait John, Gordon qui était là, sa copine, puis quelques gars, des gars du Puerto Rico qui étaient là, moi. Fait qu'on était peut-être 10 dans la salle, max. Tu sais, puis c'est ça, fait qu'on s'entraînait, tu sais, mais ça restait que le cours était toujours bien, très technique, tu sais, mais on était à peine de gens. C'était plus la même énergie. C'est ça le truc, tu sais, c'était un peu déprimant, tu sais, mais il fallait. C'est comme ça, tu sais, c'est toujours une séparation, tu sais. Et moi, j'avais une grosse compète, puis malheureusement, je m'étais blessé à ce moment-là à mon genou, problème ménisque. Et là, j'ai dû partir à Montréal. DCC s'en venait, DCC Trials s'en venait. Moi, je ne m'étais pas inscrit, j'étais comme, je suis blessé, je pense pas que je vais être capable de les faire et tout. Donc là, j'étais retour à Montréal, août passe, septembre passe, je vais voir un médecin, il me dit que finalement, c'est mon ménisque, c'est rien de trop grave. Je peux juste faire un peu de rehab, puis je vais être bien. Puis là, en octobre, j'ai recommencé un peu à rouler. Donc, j'avais quoi, un mois d'entraînement. Puis, trial, c'était en novembre, le 7 novembre. Donc, j'avais repris un peu la forme. J'avais recommencé à m'entraîner, beaucoup de physio. Je m'étais inscrit, mais j'avais pas payé encore. Et les trials, la registration était fermée, tout était fermé. Donc, j'étais comme, c'est impossible que je le fasse. Mais là, après ça, à mon gym, il y avait quelqu'un qui connaissait Tom DeBlas.
Et genre 3 jours avant, il me dit, est-ce que tu veux faire les trials? Si je peux les faire, je vais les faire. Quel poids tu veux faire? Moi, à ce moment-là, je marchais à 185 livres. Et là, j'hésitais. Je dis, soit je fais 88, qui est 195 livres à peu près, peut-être un peu plus, ou je fais 77 kilos, qui est 170 livres. Il restait 3 jours. C'était samedi, ça, c'était jeudi qui m'a dit la nouvelle. J'ai dit, je vais faire 77. Et là, il me dit, OK, t'es inscrit. Il y a moi, mon frère et 2 autres gars du gym, on est partis. Les douanes étaient fermées en plus. Les douanes terrestres étaient encore fermées, Ouais. mais on a quand même pris la chance. Ils nous ont laissé passer. Il me restait. J'avais déjà commencé une diète depuis jeudi, mais j'avais 2 jours. Donc, j'étais 182 livres et il fallait que je fasse 169 livres, donc c'est 12 livres. Ok. Mais ouais, Ouais, c'est donc beaucoup il quand me même. reste. C'est quand même Ouais, beaucoup. c'est quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Tu as fait de la corde à sauter? T'as fait quoi? Tu as fait que de la cardio ou tu as fait beaucoup de sauna? Qu'est-ce que tu as fait pour faire passer ça en 2 jours? Ben, moi, vu que j'ai pas trop d'expérience, je me rappelle, j'avais demandé à Fira. C'est là que c'est quand encore un avantage de s'entraîner avec un des meilleurs dans le game, dans tout ce qui se passe. Je suis comme, qu'est-ce que je dois faire? Il est comme, c'est facile. 20 minutes de Benzel, Epsom Salt, et 20 minutes avec une couverture chauffante. Il m'a dit, prends un thermomètre parce que comme ça, tu peux mesurer la température du bain. Donc là, je suis comme, OK. Tu sais. Puis il m'avait dit aussi, quand tu vas commencer à couper, continue à manger. Bon, on va dire, moi, je devais me peser samedi matin à 6 heures. Il m'a dit, vendredi, tu vas manger toute la journée. Juste de la protéine avec des légumes. Tu vas boire un peu d'eau. Pas trop de sel. Pas de sel. Donc, j'ai dit, OK. Donc, j'ai fait ça. Déjà, là, j'avais perdu du poids. J'étais 179, 178. Il me restait 8 livres à perdre. J'étais confiant. Et là, après ça, j'ai commencé à. Moi, je n'avais pas acheté de thermomètre. Donc là, j'arrive, je commence à faire le Benzel. C'est épuisant. Tu sais, je fais le Benzel, je fais un round 2 avec les serviettes chauffantes, un round 2, round 3, round. Là, il est déjà minuit. Moi, je dois me lever à 6 heures. Et là, il me restait 4 livres à perdre. J'étais 174. Mais je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais tellement déshydraté. Là, je m'endors genre pour 2 heures. Il est 2 heures du matin. Là, je continue les rounds. Là, j'arrive à descendre à 172. Il reste comme 2 heures. Il est 4 heures du matin. Il reste 2 heures avant la pesée. En fait, je dis à mon frère, je suis comme, dis au gars que je vais faire un lien. Je peux pas faire 5 minutes, 5 minutes. Je dis, avant de texter, je vais me peser. Là, je me pèse, je suis 171. Je suis comme, 2 livres. Je suis comme, vas-y. Je continue le weight cut jusqu'à 6 heures du matin. Donc, j'avais passé toute la nuit à faire le weight cut. On arrive à la pesée. J'étais peut-être 4 grammes trop lourd. Et là, après ça, mon frère me dit, juste enlève tes boxeurs. Je suis comme, OK, j'enlève mes boxeurs. Il manquait 2 grammes. Mais le gars, il voyait tellement que j'étais mort. Il était comme, OK, vas-y, vas-y. Il m'a laissé. On va dire ça fait pile quoi. Ouais, il était comme, juste, vas-y. Il voyait dans mon visage que genre, j'étais fini, tu sais. Fait que là, Ouais, après ouais. ça, je commence à m'hydrater, tu sais, j'ai le temps. Le soir d'avant, il y avait le rule meeting. Puis je voyais tout le monde, j'étais comme, yo. Je suis comme, comment tu veux gagner, genre, quelque chose, genre. Tu vois tout le monde, tu vois Tech Johnson, tu vois les Rotulo, tu vois William Tackett. Et juste dans ma catégorie, on était 275, je pense. J'ai eu mon premier match. C'était contre un black belt. J'avais pulled guard, j'avais joué dans la close guard. Après ça, j'ai réussi à me lever. Il y a eu un scramble d'une guillotine. J'ai réussi à escape. Ça a fini en 50-50. J'ai réussi à finir avec un heel hook en, je pense, 1 minute 12, 2 minutes peut-être. Donc, j'étais vraiment content pour ça, tu sais. Après ça, par la suite, j'ai eu mon deuxième match contre je pense que c'était un brown belt. Les 6 premières minutes, c'est pas passé grand-chose. On n'a pas eu de points en allant en overtime. Et en overtime, j'avais perdu. Il m'avait take down et je pense qu'il m'avait mount. Donc, il y avait 6 points. Donc, il m'avait battu peut-être 6-0. Et ça a fini mon cours aux Trials. Est-ce que c'est un cap, ces ADCC Trials, malgré le fait que tu as quand même gagné un combat, tu as perdu l'autre et tu t'es pas pu aller plus loin? Est-ce que est-ce que ça te fait passer à autre chose au niveau de la compétition? Et je trouvais que le niveau de certains, c'est ce qui était élevé. Comme ceux qui avaient gagné m'avaient beaucoup impressionné, comme Giancarlo, qui a gagné cette année aussi. Techniquement et tactiquement, j'étais comme moi. Ou les Rotulo, j'étais comme. Mais à part certaines personnes comme les Rotulo, Giancarlo, Takesh, j'étais comme. Le niveau n'est pas si loin. J'ai pu voir, puis je m'entraîne beaucoup avec Pierre-Olivier Leclerc, puis j'étais comme, OK, c'est qui arrivait en quart de finale en passant contre William Tackett, qui avait eu un bon match très serré. C'est un bon match à voir en général. Pierre-Olivier Leclerc contre William Tackett, où il est arrivé en quart de finale contre lui, puis c'était vraiment un bon match. Il l'a mis en bar, il a pu réussir à avoir la soumission, mais il a réussi à escape, puis après ça, William Tackett a gagné par la suite.
Mais tu sais, par rapport à ce niveau-là, j'ai pu voir où est-ce que j'étais. Je me suis dit, si je continue à m'entraîner jusqu'au West Coast Trials ou peut-être European Trials, parce que j'allais faire les Europeans, j'ai des chances de gagner. Après ça, j'avais une autre compète, finisher. Après ça, je suis allé au Texas pour la première fois à Austin avec John. Puis c'est là que l'entraînement a commencé. Puis je me rappelle, il n'y avait pas tant de monde dans la salle encore. On était peut-être 10. Il y avait John Carlo, maintenant qui était avec eux. Il y avait Gordon qui était là, Gary, Olivier Taza. Tu sais, l'équipe B est en pleine croissance. Ils font beaucoup de vidéos sur YouTube. Ouais, leur gym est super grand, il y a de la place aussi. C'est super grand, ça a l'air beau. Fait que, tu sais, j'étais comme, je sais pas, tu sais, même moi, je me suis remis en question. Tu vas aller essayer voir l'équipe B. Tu sais, en même temps, je vais leur parler parce que c'est quand même des anciennes personnes avec qui je m'entraînais, tu sais. L'entraînement est bien et tout, mais ça reste, c'est pas John. Tu comprends? Dans ma tête, j'étais comme, c'est juste pas John. Et là, j'ai continué l'entraînement avec John. Il y avait un gars qui était là aussi, Luke Griffith. Il a fait ici cette année. C'est une nouvelle star. En janvier, fin janvier, Nicolas Meregali est arrivé. Il y avait John Carlo. Donc, la salle commençait à se remplir peu à peu. Là, février, boum, je me blesse. Même blessure que j'avais au Porto Rico, la même chose, mais j'arrive plus à marcher. Là, après ça, je fais des tests, je fais tout aux États-Unis, je fais des IRM. Là, après ça, je vois que mon ménisque est déchiré à 80%. Donc là, je pouvais même pas marcher, j'étais en béquille. Fait que là, j'étais comme, j'ai une opération. Donc là, après ça, je suis rentré à Montréal, j'ai fait mon opération. 1 mois de récupération. Tout de suite après, 21 avril, je suis reparti à Austin. Et le camp d'entraînement pour être ici avait commencé mi-juin, donc le 15 juin. Donc, à 21 avril jusqu'au 1er septembre, j'étais à Austin avec eux pour le camp d'entraînement pour ADCC. Et justement, au ADCC, bien, ton partenaire d'entraînement, au final, Gordon, Ouais. a vraiment tout cassé cette année dans 3 catégories différentes. Et puis surtout, a gagné des combats, a gagné des médailles de façon assez ridicule sur des clés de talon sur 10 secondes, des choses comme ça. On a du mal à s'imaginer, quand on est un petit peu plus connaisseur, quand on pratique ou quand on regarde d'un peu plus près, on a du mal à s'imaginer quelqu'un tu sais, qui est à son niveau, quoi. Moi, j'ai vu j'ai vu des matchs de Galvao là, même il combat Mhm. chez One, tu sais, puis pour moi c'est un monstre, tu sais, Galvao, et Ouais. puis la façon dont Gordon Ryan a réussi à le finir, quoi, a réussi à le finir avec un choke à une main, il me semble. Mhm. Tu sais, c'est vraiment impressionnant, et je me dis genre à quoi bon, tu sais, d'essayer d'aller chercher Ryan. Est-ce qu'il est invincible? Est-ce que toi qui t'entraînes avec lui d'ailleurs aussi, est-ce qu'il a des faiblesses, ou alors est-ce que tu le vois dominer comme il a pu dominer en 2022? Tu sais, il a tout cassé, comme je te dis, il a vraiment genre écrasé la Mhm. compétition. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et comme je te le dis, comme je t'ai demandé, toi qui roule avec lui régulièrement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour les autres, ou c'est mort? Au Porto Rico, on le voyait moins à cause justement de son problème de santé. Et à Austin, ça s'est réglé un peu mieux parce il avait trouvé un médecin qui s'occupait bien de ça, puis il a réussi à régler le problème. Mais je pense qu'il a toujours le problème, mais juste à un plus bas niveau, donc ça l'affecte moins qu'avant. Ok. Donc déjà, ça, c'est bien. Qu'est-ce qui fait que Gordon est spécial et que je pense qu'il bat tout le monde? C'est premièrement, c'est qu'il y a John dans son corner. John est juste trop systématisé dans le jiu. Et le truc, c'est qu'il s'entraînait avec John depuis longtemps, donc il y a déjà une avance sur les gens depuis des années. Donc, dans chaque position, il comprend mieux le jiu que tout le monde. Par exemple, avant, dans le temps, Galvao, par exemple, on va dire sa spécialité, c'était la lutte ou c'était passer la garde. Gordon est meilleur que lui en passage de garde et en lutte et tous les autres aspects du jiu-jitsu. Donc, les leg locks, les back take finish, tous ces aspects-là, parce que c'est comme ça que John enseigne. Il ne t'apprend pas juste à être bon dans un certain aspect du jiu, mais dans tout le jiu en général. Et troisièmement, il est vraiment intelligent parce que des fois, même quand il ne s'entraînait pas, il arrivait toujours avec des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de passer la garde, de nouvelles techniques qu'il avait développées par lui-même. Il ne s'entraînait même pas, il venait comme je viens de développer ça, et boum, un nouveau système. D'où il vient chercher ça? Pendant le camp d'entraînement, il a montré un nouveau système pour passer la garde et il avait fait le même système sur Galvao pour passer la garde. Exactement qu'est-ce qu'il disait. Il continue d'évoluer au final. Ouais, il continue d'évoluer non-stop par lui-même et avec John en même temps. Les deux ensemble. Si John ne serait pas là, il atteint quand même un bon niveau, mais pas le même niveau. Il n'aurait pas autant performé à IDCC, je pense. Parce que le truc, c'est que John, comme je dis, à chaque 3 mois, il vient avec des nouveaux systèmes. Donc, par rapport à IDCC, il avait développé des nouveaux systèmes que les autres n'avaient pas. Donc,
tu as comme une avance technologie sur le Jiu-Jitsu en étant avec John. Est-ce que tu crois Et que John étudie, regarde beaucoup de vidéos, regarde ce qui se passe dans le monde, ou alors est-ce que tu crois que genre il est tellement avancé et puis il est tellement en mode master qu'à la fin de la journée il arrive à penser par lui-même à des nouveaux systèmes, ou alors est-ce qu'il est influencé par d'autres, même peut-être d'autres disciplines comme de la lutte par exemple? personne ne travaille comme lui. Il n'y a personne comme lui qui travaille. Il donne 4 à 5 cours par jour, tous les jours, à l'année longue. Pas Ah, un tu veux day dire au off. niveau de la charge du travail, Ouais, au niveau de la de la charge de travail, quantité de travail, ok. il y a personne qui l'égalent. Ça, c'est juste les cours qu'il donne. Je parle même pas des state studies qu'il fait après. Hmm. Donc, il passe la journée longue à enseigner, du matin jusqu'au soir. Jiu-Jitsu et des fois MMA pour Gary. Donc, 4-5 cours par jour, que ce soit professionnel et des gens average. Et en plus de ça, il étudie par lui-même. Donc, par jour, il doit faire peut-être 10 à 12 heures de Jiu. Juste en enseignement, en question, en étudiant. Déjà, il fait 12 heures de Jiu. Et en plus de ça, c'était un professeur à l'université, donc il a compris comment enseigner. Et on sait qu'il est diplômé aussi, donc c'est clair qu'il y a, Ça il fait y a toute quelque la chose de différence. plus. Ouais. Ça fait toute la différence parce que il sait comment enseigner à haut niveau pour des gens. Et c'est ça qui fait sa spécialité parce qu'il n'a jamais fait de la lutte de sa vie. Et il sait comment regarder. Il étudie beaucoup les lutteurs. Et il sait comment regarder la lutte et l'enseigner d'une façon que quelqu'un qui n'a jamais lutté va savoir lutter. C'est qu'il sait décortiquer un sport qui est complexe très simplement pour tout le monde. Tu vois beaucoup de gens qui viennent de en dessous de John et qui commencent à réussir, comme John Carlo qui a gagné cette année aussi, 88. Puis je me rappelle, il n'y avait pas ce niveau-là quand il avait commencé à s'entraîner avec nous. Il était bon, mais il n'aurait jamais gagné d'ici. Merigali qui n'a jamais fait de gi. Au début, moi, je m'entraînais avec lui quand il venait d'arriver. Et là, juste avant qu'il compétitionne, c'était pas la même personne. Tous les aspects de son jeu. On était au courant de la touche John Danaher, mais merci vraiment beaucoup pour nous détailler tout ça. C'est vraiment passionnant. Je veux revenir un petit peu on se rapproche de la fin et je voudrais me recentrer un petit peu sur toi et tes objectifs pour la suite. Toi qui me dis que tu fais du Jiu-Jitsu à temps plein. Qu'est-ce que ça représente pour toi sur le long terme, au final, de faire du sport, du Jiu-Jitsu à temps plein et que ce soit ton métier? Est-ce qu'il y a plus de compétition qui s'en vient de ton côté? Est-ce que tu gagnes ta vie avec du jiu-jitsu? Et si oui, de quelle façon? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur objectif à long terme, on va dire? Donc, pour le niveau compétition, en ce moment, j'en ai beaucoup qui sont en ligne. Donc, la semaine prochaine, j'ai les Panaméricains en Purple Belt. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je suis assez confiant que je vais faire les mêmes résultats, voire meilleurs. Donc, première place. Par la suite, j'ai d'autres compétitions aux États-Unis, donc des super fights qui s'en viennent, des événements à Austin. Par rapport à gagner ma vie, malheureusement, je ne gagne pas encore ma vie du Jiu. Je gagne une partie de ma vie. Je donne des privates, je fais des cours, et aussi j'essaie d'aligner des séminaires et j'ai un travail on the side, c'est sûr, pour payer le tout, tu sais. C'est du grind. Oui, et puis C'est ton ça. frère aussi a l'air très à fond dans le jeu aussi. Il a fait son premier séminaire dans mon gym, au dojo chez Brigada il n'y a pas longtemps. Ça m'étonnerait vraiment pas que le tien, ou que ce soit, s'en vienne assez rapidement. J'ai eu la chance d'être en dessous en tant d'étudiant pour quelques mois avec Malik. Pour la suite. J'ai envie que tu nous présentes vite fait tes activités sur YouTube aussi, puisque tu as une chaîne Mm. où puis on peut devoir rouler, on peut devoir montrer quelques techniques, etc. Et puis on peut devoir rouler encore une fois avec des grosses têtes, des gars qui sont vraiment très forts. Je vais pas teaser, je vais pas gâcher, tout spoiler. Je vais demander aux gens d'aller voir ta chaîne YouTube. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, donc ma chaîne YouTube, c'est facile, c'est mon nom complet, Malik Belage. Dans la chaîne YouTube, j'essaie de poster beaucoup mes compétitions et aussi des fois quand Flow Grappling vient pour filmer, ça me donne du footage, donc j'ai des rounds avec genre quelques gars dans Puerto Rico, des célébrités, même à Roca. Donc j'essaie de poster ça régulièrement, du footage de mon training et tout. J'aimerais bien aussi faire une vidéo avec Fira, j'ai jamais fait, j'ai jamais eu la chance. Mais c'est ça, j'essaie d'être actif aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux un peu. Donc si vous voulez aller voir ça, vous pouvez juste écrire mon nom, Malik Belage, Le sur lien sera en Instagram. description, t'inquiète pas. On va poster aussi ton Instagram où tu es pas mal actif là-dessus. Si les gens veulent te suivre, Ouais, c'est là quand où tu même. annonces tes combats, c'est là où tu annonces tes combats, etc. Et puis,
Moi, je trouve que c'est super intéressant aussi de le suivre parce que vous voyez un petit peu c'est quoi la vie de quelqu'un qui s'entraîne à tous les jours avec, au final, dans les meilleurs gyms au monde, que tu sois à Montréal ou alors que tu sois à Austin. Mhm. Comme tu l'as dit, à Montréal, c'est quand même aussi chez TriStar, c'est très, très, très technique. Et ça travaille avec beaucoup de volonté. Et puis à Austin, évidemment, hein, Mhm. voilà, Ouais, c'est probablement the place to be si tu veux être le meilleur au Jiu-Jitsu. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, Malik. C'est super passionnant. Mhm. Moi, j'ai appris énormément sur ton parcours aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à aller visiter la chaîne YouTube de Malik et son Instagram. Les liens sont en description. Merci, hein, passe une bonne journée. Merci, ciao. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.